3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Igor Demac qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne, et Gustavo Orenstein qui est avec nous également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Un an après la crise, un an après le point bas des marchés, ça devait être autour du 16-20 mars, je crois, le point bas des marchés américains et européens qui est à peu près simultané. De manière symbolique, je notais dans une des enquêtes qui est faite auprès des grands gérants internationaux, une enquête mensuelle menée par Bank of America qui est très suivie, on va dire, par les investisseurs, le changement dans la hiérarchie des risques. Pour la première fois depuis février 2020, Jeanne, le risque pandémique n'est plus cité comme étant le risque premier dans la communauté des investisseurs. C'est un risque qui est détrôné désormais par le risque d'emballement de l'inflation et d'emballement des taux d'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle hiérarchie des risques d'une certaine manière? Est-ce que c'est une manière très américaine de voir les choses? C'est ce que j'allais vous dire. Je trouve que c'est une façon très américaine parce qu'en réalité, il n'y a qu'aux États-Unis aujourd'hui que déjà on voit la croissance devenir plus dynamique, qu'on voit en tout cas dans les enquêtes qu'il y a une remontée, notamment les enquêtes PMI. On voit une remontée dans les services. C'est le seul pays. Et dans l'industrie manufacturière. Donc, il y a une dynamique. Et en plus, c'est le pays dans lequel il va y avoir un soutien budgétaire le plus important. Donc, comme on voit une dynamique, et aujourd'hui, la plupart des prévisionnistes revoient en hausse la croissance américaine sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis de très longues années. Donc, on est sur des 7-8% de croissance réelle. Et donc, ça fait craindre de la surchauffe. Donc, mais honnêtement, quand on regarde la situation en Europe, on en est loin. D'accord. Donc, vous dites... Je suis américain, je comprends que la pandémie est peut-être derrière nous aujourd'hui et que le risque, c'est plutôt peut-être le risque d'un emballement de la croissance ou de l'inflation. Quand on regarde les choses de manière plus européenne, vous ne mettriez pas les risques forcément dans cet ordre? En tout cas, pas immédiatement, parce que visiblement, l'Europe est en retard. Elle est en retard en termes de vaccination, elle est en retard en termes de rendre, on va dire, plus de mobilité pour les gens, elle est en retard dans sa relance budgétaire. Donc, on a l'impression que le retour à une forme de normalité pourrait intervenir en Europe au moins un trimestre après les États-Unis. Aux États-Unis, ça pourrait se profiler déjà au deuxième trimestre. En Europe, on a du mal à l'entrevoir avant le troisième trimestre. Donc, du coup, on a envie de se dire les risques immédiats de surchauffe, c'est difficile de les considérer ailleurs qu'aux États-Unis. Et d'avoir un trimestre de retard en Europe, comme vous le dites, Jeanne, c'est grave, c'est inquiétant. Pour l'investisseur, c'est important. Ou est-ce que finalement, c'est la petite histoire de cette crise pandémique et c'est pas forcément ce qu'on retiendra? C'est pas toujours la petite histoire, parce que le temps qui passe joue en défaveur d'un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Quand vous devez vivre un semi ou total confinement pendant 6 mois, c'est une chose. Quand il faut le vivre pendant 9 mois, c'est autre chose. Donc, il y a un risque que le tissu économique soit davantage fragilisé si on retarde encore. C'est une des raisons, à mon sens, pour lesquelles pas mal d'États européens ne veulent pas, on va dire, devenir encore plus restrictifs, même si les hôpitaux ont du mal à gérer l'affluence des cas graves. Donc, je pense que c'est pas complètement neutre. Néanmoins, on se dit, c'est sûr que la normalité ou on va dire la vie d'avant, voilà, est susceptible de revenir. On est susceptible de retrouver une liberté de mouvement, d'entreprendre, de commercer, etc. Mais un trimestre de plus, c'est pas négligeable. On a vu depuis le début de l'année, la croissance des États-Unis est continuellement revue en hausse. Celle de l'eurozone est continuellement revue en baisse. Juste depuis le début de l'année. Pour vous dire, alors, c'est pas énorme comme amplitude, mais ça veut dire que ça reste un petit peu... Voilà. Le risque n'est pas immédiat. Le momentum, la divergence de momentum qu'on a de part et d'autre de l'Atlantique. Absolument. On l'a vu sur le plan boursier. Alors, l'Europe a fini par
effacer la crise boursière liée à la pandémie, avec du retard par rapport aux indices émergents, par rapport aux indices américains. Là aussi, Igor, alors sur l'ambiance de marché en général, mais un autre symbole que je trouve très marquant, c'est l'indice sectoriel en Europe du secteur du voyage et du loisir, le Stock 600 Travel and Leisure, a complètement effacé la crise désormais et a même marqué un plus haut historique en clôture hier. C'est quand même un des secteurs qui est censé être le plus fragilisé à moyen long terme par cette crise. C'est ce qu'on appelle en anglais aujourd'hui le reopening trade, c'est-à-dire on achète ce qui va bénéficier le plus immédiatement, en tout cas dans l'inconscient ou dans la conscience des investisseurs, de la réouverture des économies. Parce qu'en fait, quand même, l'industrie du loisir, les compagnies aériennes vont mettre beaucoup de temps à retrouver le momentum d'activité, puisqu'on va probablement avoir des passeports vaccinaux, et puis même les individus vont d'abord consommer en interne, dans leur pays. Donc je crois que là, je dirais, en termes purement de valorisation, je ne suis pas convaincu par cette remontée très très rapide. En revanche, pour revenir sur le sujet du retard de l'Europe, c'est assez classique en fait. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, on n'a jamais été en avance de cycle, ni économique et encore moins boursier, puisque évidemment, ces deux choses sont assez liées. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est la seule zone où on n'est pas encore vraiment sûr de s'en sortir. Alors que l'Asie en est sortie, donc on n'en a pas parlé, mais en Asie, c'est aussi revu en hausse les prévisions de manière très substantielle. Mais on n'est pas complètement isolé du monde entier. Donc s'il y a de la croissance en Asie et aux États-Unis, les entreprises européennes, qui ne sont pas uniquement des entreprises qui font de la marge en Europe, bien sûr. Si vous regardez Hermès ou LVMH, ils ne font pas beaucoup de marge en Europe, même si c'était bien constitué par les clients asiatiques, on captera de la croissance et de la valeur ajoutée. Après, la situation des petites et moyennes entreprises qui, elles, sont un petit peu en bout de chaîne, et puis dans des systèmes un peu plus fragiles de crédit, risquent d'en pâtir. Plus on retarde la véritable réouverture, plus on fragilise son économie. Bon, un mot sur l'ambiance de marché. On va parler de la Fed et des taux, bien sûr, mais sur le retard de l'Europe, Gustavo, bon, c'est un constat évidemment que tout le monde partage aujourd'hui. Néanmoins, encore une fois, sur le plan boursier, l'Europe arrive quand même à suivre un peu le mouvement des autres grands marchés bien sûr, à ce stade. C'est toujours la même chose. L'économie n'est qu'une des questions que se posent les gérants et qui influencent les marchés. Il y en a plein d'autres. De la valorisation, de la dynamique, de la projection dans l'avenir. Des conditions monétaires et autres. Il y a plein de choses. La macroéconomie en est une, mais ce n'est pas la seule. Donc je ne suis pas étonné que, quelque part, on ne retrouve pas simplement dans les indices eux-mêmes une divergence qui existe au niveau macroéconomique. Cette divergence macroéconomique, on la trouve dans l'écart de taux d'intérêt, éventuellement le comportement du taux de change, qui est une question, je pense, assez intéressante. Et on verra demain avec la Fed comment l'euro-dollar réagit. Je pense que ça, c'est une question importante, puisque c'est comme ça, en théorie, qu'est censé s'ajuster précisément cette différence de vitesse dont on parle entre les États-Unis et l'Europe. Et je dirais que cette année, c'est une différence de vitesse entre les États-Unis et le reste du monde, parce que l'Asie, c'était l'année dernière. L'Asie a creusé l'écart l'année dernière, la Chine. Vraiment, c'était l'histoire de 2020. En 2021, c'est vraiment les États-Unis. Tout d'un coup, la croissance américaine va rejoindre la croissance chinoise, donc autour des 8%. Il y a eu un fait électoral qui a un petit peu aidé aussi l'appréciation des États-Unis par le monde de l'épargnant, puisque Joe Biden qui arrive avec son plan de relance, évidemment, ça réaccélère le mouvement. Oui. Enfin, il y a Joe Biden lui-même et sa politique, et puis il y a le plan de relance. Ce qu'aurait fait Trump, très difficile à dire. Peut-être la même chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, la violence du plan, la force que ça a, et sa nature, vraiment, effectivement, il y en a un quart, je crois, simplement du plan, c'est des chèques ménages, qui est quand même, c'est très visible, évidemment, comme impact psychologique, c'est très très fort. Et d'ailleurs, on voit dès qu'ils n'ont pas de chèque, en février, ils n'avaient pas de chèque, hop, la consommation s'arrête tout de suite. Oui, après 7%. Il paraît qu'il y a des effets météo, vous l'avez dit, mais il y a aussi des effets qui sont liés à tout ce qui sont les soldes Internet, qui se sont un peu décalés, qui sont plus sur le mois de janvier. Donc c'est plus lié aux habitudes de commerce électronique, surtout en temps de Covid. D'accord. Mais en tout cas, ces chèques, ils sont là pour soutenir les ménages. Normalement, une économie est à peu près bien constituée. Si vous lui dites la consommation augmente de 7% en janvier, il devrait vous dire ça risque de baisser en février. C'est pas complètement anormal quand même. Enfin, quelle que soit la manière dont on modélise les choses, si ça prend 7% par mois, ça commence à poser un problème quand même. Donc, là, il y a de la surchauffe. Donc, c'est pas en soi, c'est pas très. C'est pour ça que le marché, les investisseurs n'ont pas regardé. Oui, ils sont passés à travers cette statistique aujourd'hui.
Non, je crois qu'il faut bien voir qu'effectivement aux États-Unis, qui est l'exception dans le monde aujourd'hui, quelque part, il n'y a nulle part ailleurs où il y a à la fois la vaccination, la réouverture, le plan de relance, tout ça qui va arriver dans l'espace de 2 mois. Donc ça fait beaucoup dans un espace tout petit, et c'est ça qui impressionne. Et donc on est tous impressionnés, effectivement, et les gérants sont impressionnés, d'où cette question de cette vitesse, de l'inflation, etc. À cause de cette vitesse, effectivement, qui est phénoménale et qui vient de la conjonction dans un tout petit espace de temps de réouverture, vaccin, relance. Bon. L'Europe n'a pas ça. Effectivement, l'Europe n'a pas cette vitesse, mais les marchés actions, c'est pas dans cet endroit en fait où cet écart apparaît. Ouais, bien c'est sûr. ailleurs. Ouais. Marché action, ça raconte d'autres histoires. D'abord parce que les entreprises européennes sont internationales, vendent partout, et notamment aux États-Unis, en Asie. Et donc je reviens à mon stock 600 Travel and Leisure. Encore une fois, un secteur emblématique de cette crise qui est peut-être un des secteurs les plus fragilisés structurellement à moyen long terme par des changements de comportement qui s'annoncent peut-être durables. C'est pas surprenant. Alors, je nuancerai. Ou c'est quand même spectaculaire, au minimum. Un petit peu. J'ai jeté un coup d'œil sur l'indice avant de venir. Bon, d'abord, dans cet indice, il y a une quinzaine de valeurs. Sur les 15, il y en a 5, c'est les jeux. Il y a la Française des Jeux à l'intérieur. Oui, Travel and Leisure, c'est voyage et loisirs. Une des meilleures perfs boursières depuis 3 ans. Ouais. Et donc, Française des Jeux, et puis les autres, donc c'est du poker online, etc. Donc je pense que c'est des gagnants du Covid. D'accord. C'est pas les compagnies aériennes qui ont fait remonter. Elles sont pas du tout, D'accord. Non, mais c'est très bien de le préciser. Donc, la construction des indices, c'est toujours important. Des indices, donc attention, effectivement. Ce qui est d'ailleurs une remarque générale sur les indices, c'est qu'il faut s'en méfier. C'est valable sur le CAC 40 qui a une performance supérieur à d'autres indices européens parce qu'il est très value avec de l'énergie, des banques et que ça vous dites il y a beaucoup de valeurs online, finalement des valeurs stéatomes des valeurs Covid dans cet indice. Donc attention aux indices en général d'ailleurs. D'accord. Il ne faut pas traduire une idée macroéconomique avec un indice parce que c'est pas forcément adéquat. Il faut vraiment regarder effectivement ce qu'il y a et comment c'est fait. Mais il est clair que les marchés financiers, les investisseurs se projettent dans l'avenir. Parfois trop vite, c'est possible, mais c'est leur fonction même. Ça a toujours été comme ça. Ce qui donne souvent cette impression de décalage avec l'économie réelle, c'est pas qu'il n'y a pas de lien, simplement c'est que sa manière de fonctionner, c'est une projection. Et quand on se projette vers l'avant, aujourd'hui, c'est assez cohérent d'imaginer une ouverture de l'économie, le cycle qui redémarre, un mois plus tard, peut-être en Europe, je ne sais pas. Mais ce moment viendra. Oui, c'est quand même forcément devant nous, donc c'est difficile de sauter du train lorsqu'on voit quand même une direction aussi claire. C'est pour ça que toutes les enquêtes montrent beaucoup d'optimisme. Ça fait partie des risques évidemment de ce type de mouvement, mais on comprend cet optimisme. Il y a une rationalité. C'est plus cohérent de voir que le secteur énergétique et bancaire sont les 2 meilleurs performeurs sectoriels, et là on comprend pourquoi, tant au niveau valo qu'au niveau momentum, monétaire ou économique. Là, je pense qu'il y a une vraie bonne appréciation du marché, des investisseurs sur ces 2 secteurs. Alors après, il y a tellement de retard sur ces secteurs qu'on peut encore progresser aussi. Mais là, je trouve que c'est assez cohérent. Et ce que disait Gustavo sur les indices un peu sectoriels, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans. Effectivement. Bon, Jeanne, venons-en à la question, je ne sais pas combien de milliards ou de dizaines de milliards. Quel est le bon taux? Quel est le bon niveau des taux longs sur les marchés aujourd'hui? Comment est-ce que Jérôme Powell va répondre aux angoisses peut-être des investisseurs? Quelle serait, selon vous, là, une bonne communication de Jérôme Powell demain dans le contexte actuel? Écoutez, il a plusieurs options. La première, ils appellent ça Joe Boning. Je pense que ça veut dire un peu montrer les dents. Donc, essayer de parler et de convaincre par un discours qui réaffirme ce à quoi les marchés ne croient pas, puisque la Fed l'a dit. Elle acceptera que l'inflation dépasse son objectif pendant un certain temps. Elle ne remontera pas les taux avant 2023, etc. Les marchés n'y croient pas. Donc, il faut qu'il trouve les bons mots pour convaincre que c'est bien sa nouvelle fonction, sa nouvelle réaction. C'est vraiment la politique de la Fed et qu'elle a changé. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la Fed achète 80 milliards de bons du Trésor, 40 milliards de MBS, de Mortgage Backed Securities. Des titres adossés à des créances immobilières, voilà, de l'immobilier. Voilà. Oui, enfin des titres donc, immobiliers. il est possible, elle peut changer le 80-40 pour un 90-30 ou quelque chose. Donc, donner un signal pour dire je vais acheter plus de bons du Trésor. La dernière option, et je les ai mises dans l'ordre de probabilité, la dernière option, ce serait une opération un peu twist dans lequel, dans les 80 milliards par mois de bons du Trésor qu'elle achèterait un peu plus de titres longs et elle twisterait
pour rallonger la maturité des titres qu'elle achète. Alors, et aplatir un peu la courbe. Ça, c'est une option qui me paraît un peu difficile parce qu'en réalité, il n'y a pas que le 10 ans qui a monté. Le 3 ans a monté. Et que le 3 ans a monté de 17 points de base, ce qui n'est pas rien pour la Fed. C'est là, à mon sens, qu'est son vrai que le marché challenge sa politique, ouais. C'est sur la partie un peu plus courte. Et donc, celle qu'elle est censée le mieux contrôler, le mieux maîtriser. Exactement. C'est là, c'est normalement jusqu'à 3 ans, sa politique aurait dû très bien. Or, ça a quand même pris, je crois, 17 points de base depuis le début de l'année, c'est pas négligeable. Donc, aller sur une politique qui viendrait aplatir un peu pourrait rajouter des tensions. Donc, c'est pour ça que je pense que la dernière option n'est pas tout à fait la plus probable. En revanche, je pense que ça va être vraiment de l'ordre du discours en réaffirmant que sa politique est bien... celle qu'il a dite, c'est-à-dire qu'ils accepteront et ils toléreront une inflation qui dépassera temporairement leur objectif de 2%. Ils l'ont dit, mais personne n'y croit. Non, mais alors ma question, c'est pourquoi est-ce que le marché n'y croit pas ? Ça fait un moment qu'ils construisent ce narratif, ce nouveau narratif autour de cette nouvelle fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine. C'est ce qui est sorti aussi quand même de la revue stratégique. C'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau. Ça a été préparé, ça a été argumenté, expliqué. Pourquoi le marché n'y croit pas ? Parce que je pense que le marché tient compte du fait qu'on est devant une situation inédite. On n'aura jamais... où on n'a jamais eu depuis des décennies un tel rebond d'activité. Si effectivement il se profile à 7 ou 8% avec des trimestres que j'ose imaginer, et 2% d'inflation, vous êtes sur des croissances nominales qui sont extrêmement fortes. Et donc je pense que le marché se dit que la Fed va être prise dans un paradoxe et qu'elle va commencer à considérer le risque de surchauffe qu'on évoquait au début, et que du coup elle va être un peu gênée de maintenir une politique accommodante trop longtemps. Donc je pense que c'est pas le fait que tout d'un coup la Fed a perdu sa crédibilité. Je pense que la situation est inédite et que le marché a du mal à croire que la Fed va tenir sa politique dans une situation inédite. Gustavo, alors qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous demain et en termes de réaction de marché, vous le disiez tout à l'heure, ce sera très intéressant de voir comment le dollar va réagir à la communication de la Réserve fédérale américaine. Quels sont les scénarios possibles et est-ce qu'on peut imaginer un dollar qui continue de se raffermir ? C'est le sens pour l'instant du voyage contre l'idée qu'on avait un peu tous en début d'année, ou est-ce que ça peut être, je sais pas, un contre-pied Oui, alors demain, en fait, l'enjeu, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, ce qui compte, c'est le policy mix, le mélange entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Or, on sait depuis l'élection de Biden, mais encore surtout le passage donc, du plan en totalité, parce que les économistes n'ont pas arrêté de réviser la possibilité. Oui, sur les 1900, il n'en fera que la moitié, puis à la fin, c'est tout. Bon, donc ça, c'est un fait. Et donc, forcément, on commence à regarder du côté de la politique monétaire pour que le policy mix s'ajuste de manière raisonnable. La hausse des taux d'intérêt est logique et jusque-là, la Fed a eu plusieurs occasions de parler contre cette hausse. Ils ne l'ont pas fait. Jérôme Powell ne l'a pas fait jusque-là. Je pense qu'il a plutôt raison. C'est plutôt un mouvement qui est logique. D'ailleurs, ça peut être contre-productif d'essayer de l'arrêter, puisque si vous faites des politiques qui ressemblent à de l'expansion monétaire, alors que les gens ont peur de l'inflation, vous rajoutez encore plus de peur de l'inflation. Donc, à la limite, je vais être caricatural. Si la Fed veut que les gens n'aient plus peur de l'inflation, elle n'a qu'à monter ses taux. Vous verrez on ne parlera plus de l'inflation. Évidemment, elle ne va pas faire ça, ça n'a pas de sens. Mais il y a un pilotage un peu plus compliqué. Et comme on est dans un moment d'inflexion, tout le monde regarde avec beaucoup d'attention, effectivement. Il va communiquer, il y a les dots, donc il y aura beaucoup de choses qui vont apparaître. Donc les dots, probablement... Aujourd'hui, ce sont les projections de chaque membre de la Fed sur le niveau des taux d'intérêt, des taux directeurs de la Fed qu'ils voient fin d'année, année prochaine et 2023, et puis sur le très long terme. Sur le très long terme, exactement. Donc, l'idée, c'est que cette année, ça ne changera pas. 2022, on oublie, mais c'est la question de 2023. Aujourd'hui, la courbe des taux price 3 hausses de taux en 2023. Il n'y en a aucune dans les dots pour le moment. Donc, il y a probablement... on peut imaginer un mouvement, donc le médian, le DOTS médian, la prévision médiane de la Fed augmentant, au moins une hausse en 2023, c'est ce qui est souvent attendu par les économistes aujourd'hui, au moins une hausse prévue. Et puis il y a la question des taux très longs, effectivement. Aujourd'hui, la cible des taux très longs, enfin c'est pas une cible, mais disons que l'évaluation par les membres de la Fed des taux à très long terme, c'est 2,5. On parlait du 30 ans tout à l'heure, il doit être à 2,40, on n'en est pas très très loin.
Donc effectivement, il y a des questions de est-ce qu'on monte cette cible de très long terme. Après tout, étant donné la forte expansion budgétaire, on peut imaginer que ça fait un peu remonter ces taux neutres, ou est-ce qu'il est un peu trop tôt et on va attendre. Pour le moment, je crois que la Fed n'a pas intérêt à changer grand-chose, adapter un petit peu les dots, poursuivre son discours. Et je pense que pour l'instant, la réaction du marché n'est pas vraiment en contradiction avec le plan de la Fed. Et une des preuves, c'est que quand vous regardez la structure par terme du break-even d'inflation aux États-Unis, elle est bien inversée, c'est-à-dire que l'inflation à court terme est bien plus élevée que l'inflation à long terme. C'est exactement ce que la Fed veut. Une économie sous pression, pour que vraiment l'emploi soit fort, les salaires augmentent, que la reprise soit très violente, mais en même temps un ancrage de l'inflation à long terme. C'est bien ce qu'on observe dans la structure par terme de l'inflation. J'ai pas l'impression que le marché qu'il y ait une lutte aussi importante que ça. Ils ont plutôt intérêt à ok, ça va mieux, pas de souci, un petit peu, voilà. Donc un Powell assez cool, quoi, assez impassible par rapport à ce qui se passe et toutes les discussions qui animent les marchés aujourd'hui. Oui, je pense que comportement, essayer de contrer ce mouvement, pour quelle raison d'ailleurs, c'est pas très clair, et il y a plutôt intérêt à le laisser faire, tout en rappelant qu'ils sont présents, etc., que l'effort est là, et que bon... Il nous a dit que les mouvements retiennent mon attention, mais ne sont pas encore désordonnés au point d'impliquer à nouveau la Réserve fédérale américaine ils peuvent rappeler qu'ils sont là. C'est-à-dire que si ça devenait un problème, ils sont toujours là pour le faire. Mais bon... Qui l'aurait oublié au cas où. Après, la question du change est intéressante parce qu'effectivement, ce que va faire la Fed cette semaine sera très différent de ce qu'a fait la BCE la semaine dernière. Et donc apparaît le biais, effectivement, pour ne pas que les taux remontent trop dans la zone euro par rapport à une Fed qui tolère vraisemblablement des taux qui montent. Normalement, la variable d'ajustement, c'est le taux de change. L'euro devrait baisser beaucoup plus. Or, pourquoi l'euro ne baisse pas plus aujourd'hui? Il baisse, mais pas... il ne s'effondre pas. À la limite, vu ce qu'on dit sur l'écart de croissance, ça devrait être beaucoup plus bas. Mais c'est parce que précisément, la réouverture, elle est là, alors on ne sait pas quel mois, mais elle n'est pas très loin, elle est devant nous. Et on sait que cette réouverture est très favorable à l'Europe, qui justement a beaucoup souffert. Et oui, il y a beaucoup d'épargne. Et il y a beaucoup d'épargne. Historiquement plus qu'aux États-Unis déjà en stock, et puis là encore plus, puisque notamment en France, c'est un des pays qui a quand même été le plus généreux en termes de dispositifs. Ouais. Oui, donc c'est ça. Donc vous dites, il y a un moment quand même, le marché ne peut pas être trop short d'euros, trop vendeur d'euros, tant que ce phénomène de réouverture ne s'est pas matérialisé en Europe. Il y a une hésitation. On se dit, bon, là, c'est vrai qu'on a l'impression que l'Amérique prend tout, et il faut acheter du dollar. C'est la logique. Si la politique budgétaire est très forte, très expansionniste, la politique monétaire plus restrictive, on a tous appris ça dans les bouquins de macro, normalement, le taux de change s'apprécie. Le déficit commercial américain augmente. Ça, c'est ce qui devrait se passer. Mais la réouverture est trop proche. On la sent, on la voit, on l'imagine. Et du coup, sortir du trade, ou se mettre effectivement à acheter du dollar juste avant que le monde se réouvre vraiment, et on sait que le dollar baissera plus tôt. C'est ça qui c'est le risque de contre-pied, effectivement. Du contre-pied. Quoi. Voilà. Donc on est tous bien embêtés. Bon, Igor, sur ces questions, et la question de l'inflation au sens large. Oui, bon là, on est dans des débats qui sont assez fins, assez techniques. Après, pour retranscrire peut-être un débat qui est un vrai sujet de société, c'est pourquoi on n'a plus d'inflation dans nos sociétés. Nos parents, nos grands-parents qui ont vécu sur des indices d'inflation à 2 chiffres. Il y avait le mécanisme d'indexation des salaires, mais ça permettait de rembourser une dette pour le débiteur. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien que la théorie de la monnaie n'est pas totalement efficiente, et c'est bien pour ça aussi qu'on tâtonne un peu partout, parce qu'on déverse énormément d'argent aux États-Unis, mais on n'a pas non plus 15% d'inflation. Je veux dire, le rapport entre la masse monétaire qui est créée au niveau du Trésor, enfin au niveau de la Banque centrale, et puis au niveau budgétaire, devrait normalement conduire à une inflation beaucoup plus forte. Et en fait, et on le voit bien en Europe où c'est encore pire, où là, il n'y a pas d'inflation depuis des années, malgré aussi des plans. Donc la question, c'est de savoir si c'est l'économie, finalement, qui va diriger les inflexions de régime de prix. Là, on voit bien qu'il y a une reprise très forte aux États-Unis. Normalement, ça devrait créer des goulets d'étranglement énormes sur les matières premières, les semi-conducteurs qu'on voit. Donc là, on pourra avoir une inflation qui se déplacerait finalement de l'idée qu'il y a une inflation financiarisée, et puis une vraie inflation qui correspond à des déséquilibres entre la production, enfin l'offre et la demande, etc. Et ça, pour les économies et pour, je pense, l'équilibre des économies libérales qui se sont beaucoup endettées, là, on met ça sous le tapis parce que l'argent coûte rien, mais
quand même à long terme dans une allocation d'épargne et essayer d'expliquer aux personnes qui placent leur argent qu'il n'y a pas de rémunération et qu'en plus on n'arrive pas à désendetter le système, ça crée beaucoup d'angoisse chez les épargnants parce que nous on a ces questions, mais est-ce que... Du coup on épargne encore plus. Oui, non mais on a ces questions un peu presque farfelues, mais on peut comprendre, mais... Qu'est-ce que c'est que cet argent ? C'est en fait des écritures, c'est quelque chose de théorique, c'est des boutons. Et c'est vrai que ce régime d'inflation très faible, avec tout cet argent qui est déversé, qu'on pourrait d'ailleurs déverser pour d'autres causes, et on se dit, tiens, c'est marrant, on le déverse maintenant, ça crée des questions sociétales. Je pense et des questions de gestion de l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine et les gérants, atterrés par le niveau de rémunération du capital, qui de toute façon détériore la vision du rendement d'un actif quand l'argent vaut zéro. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui que de mettre toujours plus d'argent pour avoir un indice d'inflation qui va faire 2, 2,5, 3. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez... J'aime bien le passage par la vraie vie, et l'épargne des Français. Tout le monde se demande comment est-ce qu'on va réussir à flécher cette épargne, à la réorienter, à la remettre peut-être dans des investissements plus productifs. Tant qu'on est dans cette angoisse que vous décrivez, Igor, l'épargnant continuera d'épargner. L'épargnant ne veut pas d'inflation parce que c'est l'arme de destruction massive. Puisque c'est indolore entier. Il y a quand même l'inflation qui part, puisqu'après on calcule son rendement, sa rentabilité réelle. Et puis en même temps, le débiteur, il a intérêt à ce que le régime d'inflation. Donc on est confronté, on n'a pas réussi à trouver une bonne solution. La solution, c'est faire perdurer le système et qu'il n'y ait pas de crack socio-économique, social. Donc on abonde d'argent. Et on n'a pas d'autre solution. Après, il y a quand même un moment où il va falloir retirer les liquidités. Et là, c'est un petit peu la crainte aussi à la réouverture, qu'on les retire trop vite. Parce qu'un marché dont on retire les liquidités, en général, ça ne monte pas. Quel que soit le... Oui, non, mais je crois que la Fed a mené quelques expériences en la matière. Ils doivent s'en souvenir. Ça doit marquer les esprits des banquiers centraux, justement, les erreurs ou les mini-erreurs qui ont pu être faites par le passé en matière de retrait de liquidités. Après, comme il y a une énorme épargne qui a été constituée, il y a aussi des vases communicants. Je veux dire, l'épargne privée peut peut-être là venir, pas en soutien, mais compenser d'une liquidité qui disparaîtrait. Aujourd'hui, tout le monde est riche, tout le monde est beau, tout le monde va pouvoir reconsommer. Donc, on est dans cette phase-là. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas la regarder avec trop de cynisme. C'est aussi un parcours depuis un an. Oui, bien sûr. Bon, sur l'épargne d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a des éléments, on parlait des ventes au détail tout à l'heure, est-ce que c'est tout pour la consommation? Est-ce que c'est le patrimoine global net des ménages américains a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, Jeanne? Il était déjà très élevé avant la crise du Covid. Oui. Il était déjà quasiment au plus haut historique. Je sais plus, il est indexé au Nasdaq, plus ou moins. En fait. Oui, l'immobilier aussi, j'imagine. Ils sont pas. Oui, c'est beaucoup. C'est plus largement la partie immobilière, mais ils ont aussi beaucoup d'obligations. Ils sont détenteurs de beaucoup d'obligations et ils sont très diversifiés en fait. Immobilier, obligations, actions, ils ont de tout. Mais on était déjà au plus haut. Alors là, avec effectivement ce qui est versé et ce qu'ils n'ont pas dépensé, on est sur des. Alors les enquêtes, il y a certaines Fed régionales qui mènent des enquêtes assez précises en interrogeant les épargnants américains sur ce qu'ils vont faire. Comment ils sont susceptibles. Alors, a priori, une partie serait effectivement dépensée, mais une partie pourrait aller aussi sur les marchés boursiers, en particulier sur des tranches d'âge, on va dire 20-40 à peu près, dans des tranches d'âge un peu plus jeunes, qui ont envie d'aller mettre un peu d'argent sur les marchés boursiers. Maintenant, l'importance de l'épargne, c'est aussi ce qui permet de maintenir des taux d'intérêt bas. Donc, il ne faut pas, comment dirais-je, trop le regretter. Mais a priori, il y a une partie qui va être puisée parce qu'il y a des envies de consommation, de services, de biens, etc., qui ont été remis du fait de la crise et qui, là, vont pouvoir se réaliser. On estime que, écoutez, là, je crois que l'épargne additionnelle, elle est d'en gros 20% à peu près. Quelque chose comme ça. On estime qu'il pourrait y avoir 20% ou 10 à 20% de cette épargne qui pourrait être consommée sur les 3, 4, 6 prochains mois. Sans compter les 1400
dollars que les De chèques, ménages- les chèques. des Ouais, bien chèques, sûr. oui, Ouais, enfin, ouais. les chèques en plus, etc. Et puis n'oublions pas quand même que une partie, les États-Unis ont détruit, je crois, 25 millions d'emplois dans cette crise. Il leur reste encore 8 millions qu'ils n'ont pas récupérés. Oui. On parle toujours du PIB, on parle de la production industrielle qui d'ailleurs revient difficilement à son niveau d'avant-crise. C'est pas si facile que ça. Mais alors en termes d'emploi, on en est très loin. Ah bah il y a les services, tous les services qui n'ont pas repris. Mais oui, mais ça veut dire quand les gens, un des freins principaux et une des raisons pour lesquelles d'ailleurs les Français épargnent peu, la consommation, on va dire, ou épargnent beaucoup, pardon. La consommation, c'est une fonction de la confiance qu'on a dans la capacité d'avoir un job. Ouais. C'est Donc, toujours lié au chômage. Hein. Toujours lié, c'est comme c'est un chômage de précaution, on dirait, et aux États-Unis, c'est encore plus vrai. Donc, il faudra, et ça, à mon avis, c'est un des critères importants pour la Fed. Ouais. Son mandat, c'est le plein emploi, et je pense que quand il manque 8 millions d'emplois pour arriver au niveau pré-crise, elle n'est pas dans son mandat. Non, et c'est un argument très fort que Jérôme Powell ressortira sans doute demain à pour mon avis, justifier oui. une position toujours Oui. très accommodante, malgré ce phénomène de reprise spectaculaire qui s'annonce. Où est-ce qu'on se positionne, où est-ce qu'on est confortable avec ces investissements aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recommandez chez Lyxor AM? Jeanne, gardez la parole. De manière assez globale, on n'a pas évoqué la situation des émergents, mais c'était un call très consensuel il y a encore quelques mois, qui a permis aussi de gagner beaucoup d'argent l'an dernier. La Chine, on en parlait tout à l'heure, est sortie en premier de la crise. Et ça s'est traduit sur les marchés financiers chinois notamment. Alors, globalement, Qui perdent un peu en momentum. Voilà, c'est juste la petite parenthèse sur les émergents. Globalement, on est encore positionné favorablement sur tous les actifs risqués, et en particulier sur les actions. États-Unis en tête. On est tenté par l'Europe et ça nous semble un peu plus spéculatif. Les émergents, on a eu de la chance, donc on avait écrété, trouvant que le marché chinois présentait des caractères spéculatifs très marqués. Donc, et là, on se dit que il a quand même pas mal corrigé, ça peut valoir le coup de revenir un peu dessus. Après, constructif, on va dire, sur les matières premières, mais pas non plus à l'achat, parce qu'il nous semble que cette reprise, on va dire que du côté du pétrole, on va être plus spécifique que ça, du côté du pétrole, l'offre peut s'ajuster. Donc, il n'y a pas. Alors, à $70, la plupart des pays producteurs sont à l'équilibre de leur propre budget. Donc, ils arrivent, l'Arabie Saoudite, le truc, ils sont en équilibre budgétaire interne. Est-ce qu'ils vont vouloir aller beaucoup plus haut? Je ne pense pas. Ce serait risqué de casser la dynamique. Et puis après, on est évidemment méfiant sur les marchés de taux. Encore que, pas tant que ça sur l'Europe, parce que la BCE achète plus que ce que les États émettent. Donc, il nous semble que le risque sur les taux longs européens est quand même plutôt limité. La partie américaine, sur les actions, vous dites first. On a toujours une petite préférence. Vous avez le droit. Ma question, c'était sur le dollar. Est-ce que... Alors, on est neutre, pour le coup, on est neutre depuis novembre, parce D'accord. qu'on ne croyait pas du tout, nous, à la remontée de l'euro. Et c'est une position que vous ne changez pas? Vous dites pas, tiens, il se passe vraiment quelque chose sur le dollar, il y a un smile qui peut ramener le dollar encore plus haut? Non, parce qu'il nous semble qu'il y a un aspect qu'on ne voit pas, c'est que si effectivement il y a des craintes inflationnistes aux US, même si elles sont infondées, que les marchés commencent un peu à... Il y aura des flux qui viendront se déverser assez massivement sur les marchés européens. Les marchés européens n'ont pas fait l'objet de flux massifs d'investissement, et donc ces flux vont aussi sur l'euro. Ouais. Donc on trouve que non, pour nous, il n'y a pas de raison de prendre un pari fort sur l'euro-dollar à ce stade. Gustavo, les convictions que vous défendez aujourd'hui là chez Dorval AM en matière d'investissement, d'allocation? Alors, on ne se pose pas vraiment la question Europe ou États-Unis, enfin, ces termes-là, en étant sur ou sous-pondéré ou quelque chose comme ça, mais on regarde plutôt dans les questions plutôt de thématiques, de réouverture ou de cyclique versus défensive, etc. Et par exemple, si on s'intéresse au cyclique dans le monde, assez naturellement, on a quand même pas mal d'Europe, enfin, il y en a beaucoup en Europe. Et c'est une région où également, d'ailleurs, les valeurs qui vont bénéficier de la réouverture. Là aussi, l'Europe, forcément, il y en a pas mal. Donc, c'est plutôt comme ça que l'Europe apparaît dans nos portefeuilles, que simplement de se dire ce qui se passe en Europe d'un point de vue macro.
concernant les émergents, c'est marrant parce que les émergents, quand on regarde ça dans sa globalité, on a envie d'en acheter. Puis quand on commence à regarder pays par pays, on a moins envie. C'est assez curieux. Alors, le problème des émergents, bon, d'abord, il y a les émergents, c'est très très largement sur les actions, c'est l'Asie du Nord. Oui, toujours la même chose. Vous enlevez la Chine, la Corée, Taïwan, et les autres, c'est tout petit. Donc ça, c'est énorme. Donc si on regarde l'indice émergent, c'est d'abord, on va dire, la Chine et la mouvance chinoise. Et donc je suis d'accord. Enfin, on était sortis l'année dernière, c'était l'année de l'Asie, l'année de la Chine. Cette année, moins. Donc on était un peu sortis. Si ça corrige, pourquoi pas l'idée de revenir dessus. Quant aux autres émergents, parce qu'il y en a quand même d'autres. Oui. Bon, je mets l'Inde de côté, c'est une vie propre aussi. Mais le Brésil, c'est très compliqué. Et bon, la Russie, j'en parle même pas. Je ne sais même pas si on a le droit d'investir là-bas. Mais le Brésil, c'est compliqué. C'est quand même un des rares pays. Là où ils sont en train d'augmenter leur taux. Ils vont augmenter leur taux très prochainement. Et la crise du Covid y est très sévère. Plus la crise du Covid. Enfin, ils doivent gérer des choses compliquées quand même. Ils doivent gérer des choses compliquées. Et ils n'ont pas effectivement le bénéfice d'avoir le dollar ou l'euro qui permet d'avoir des déficits budgétaires gigantesques sans que ça n'ait aucun impact. Eux, ils ont des impacts sur les taux longs, la devise souffre beaucoup, le réal. Donc voilà, on peut retrouver les éléments de je sais pas, de ce qui font, ce qui fait les crises émergentes, comme on les appelle, sur les devises. Ces éléments-là non, je crois peuvent pas réapparaître. Non, donc le temps Trump façon 2013, je ne crois pas. Enfin, on n'est pas d'abord la Fed n'est pas du tout en train de resserrer. Elle est en train de modifier peu à peu son discours. On n'y est pas, donc ça va prendre du temps. Et par ailleurs, les fragilités internes macro sont plus faibles quand même qu'elles étaient en 2013. Donc non, pour la plupart des pays émergents, c'est pas trop problématique. Mais simplement, voilà, encore une fois, quand on prend les émergents, il faut complètement séparer ce qui se passe en Asie. Si on veut jouer la réouverture, il y a des pays comme la Thaïlande qui sont évidemment bénéficient de la réouverture et du tourisme. Mais pour ce qui est de l'Asie du Nord, effectivement, elle a fait très très bien l'année dernière. Ouais. C'était l'an passé. C'était l'histoire de l'an passé. C'est moins l'histoire cette année. Je comprends. Là, on a les États-Unis effectivement très forts et l'Europe, je pense parce que si on aime le cyclique, si on aime la réouverture, l'Europe c'est un endroit où on trouve ces entreprises qui vont en bénéficier. Igor, quelques conseils, quelques idées. Déjà, est-ce qu'il faut couvrir les portefeuilles boursiers non, un mais peu, ce là qu'on essaye de faire, c'est de dire aux épargnants, aux clients, ou ceux qui nous interrogent que l'épargne c'est bien, mais si c'est pour l'investir dans les fonds en euros, dans les CODEVI ou les livrets A, ça ne va pas faire marcher le système, puisque quand même le système économique libéral, il fonctionne sur le recyclage de l'épargne dans des actifs réels, opérationnels, qui créent de l'emploi. Bon, ouvrir un contrat avec des fonds en euros, ça a moins d'effet que de financer une entreprise. Bon, acheter une action en bourse, on ne finance pas forcément, mais le système est quand même mieux, plus fluide quand on dit aux gens, là c'est le moment d'aller vers des actifs risqués. Indéniablement, on ne peut pas dire aux personnes de tout lâcher sur la technologie, les États-Unis, parce que c'est le marché maître et qu'il y a eu des points plus intéressants, mais pareil sur la Chine. Quelqu'un qui aurait raté, il peut se dire, voilà, c'est une petite occasion, j'en mets maintenant. En revanche, je pense que là, l'Europe a quelque chose à jouer. On a vu sur les secteurs bancaires, celui qui avait Total et BNP, il fait une super perf. Qui l'eût cru l'année dernière? Donc je pense qu'on a des valeurs qui sont pas trop chères, on a cette thématique de la réouverture, et puis on a une forme de rotation ponctuelle avec cette histoire de taux. Donc repondérer un peu, alors d'abord les actions, parce que sur le reste, moi j'attrape un couteau qui tombe, donc les taux c'est compliqué là, parce que on va voir où ça se stabilise. On ne fait pas trop de paris sur les taux de change. Finalement, le dollar, il tourne autour d'un 18, un 22. Enfin, il n'est pas non plus dans des écarts extrêmes, même si 2-3%, c'est beaucoup pour une monnaie, mais globalement, ça devrait s'équilibrer. Je veux dire, on ne devrait pas avoir... moi, je pars avec cette idée que c'est plutôt neutre. Voilà, on est dans un monde où il y a plus de croissance là, mais plus de soutien, peut-être moins de flux qui se sont déversés sur l'Europe, et ça va arriver. Voilà, donc c'est quand même des zones. La zone européenne est une grosse zone d'épargne. Il y a vraiment beaucoup d'argent, et donc plutôt des actions qui n'ont pas bien fait depuis des années. Parce que cette idée du rattrapage. Et finalement, le reopening, c'est aussi le reopening des dividendes. Oui, donc, c'est vrai que maintenant, on va de nouveau pouvoir verser des dividendes, et c'est toujours un peu le dividende, pas une alternative, parce que c'est pas aussi sûr qu'un coupon obligataire, mais ça fait une rémunération. Il y a des belles rémunérations. On parle de Total, mais c'est pas la seule.
Merci à vous trois. On s'arrêtera là pour ce soir. Igor Demac qui est avec nous, Vital Épargne, Gustavo Runstein, Dorval Asset Management et Jeanne Asraf-Biton, Lyxor Asset Management.